Selon le sociologue Serge Tchakotine, l'objectif de la propagande n'est pas de persuader, mais d'organiser et de contrôler totalement les masses. À la sortie de la Première Guerre mondiale, le régime bolchevique de Lénine réfléchit à un moyen de relancer l'économie du pays. En 1921, la nouvelle politique économique est marquée par une libération relative du commerce, mais l'industrie cinématographique reste sous un contrôle institutionnel strict. Depuis le 27 août 1919, le décret de nationalisation de l'industrie cinématographique, institué par Lénine, donne la ligne à suivre du cinéma soviétique. Le cinéma doit faire partie du mouvement du réalisme socialiste. Chaque œuvre doit refléter les principes du communisme. Deux personnalités se démarquent dans cette période. Anatoly Lunacharsky, qui dirige le commissariat du peuple à l'éducation, et Nadejnia Krupskaya, l'épouse de Lénine, qui jouera un rôle central dans la gestion du département photo et cinéma. Le cinéma soviétique repose sur une distinction politique fondamentale, la propagande et l'agitation, ce que l'on nomme aujourd'hui l'agitprop. La propagande consiste à présenter beaucoup d'idées, un petit nombre de personnes, intellectuels et cadres. Elle demande une explication complexe des mécanismes sociaux. L'agitation, elle, présente une seule idée à une masse de personnes. Elle utilise des faits concrets et frappants, par exemple une injustice criante, pour susciter une réaction émotionnelle immédiate. Le cinéma fusionne ces deux aspects, en étant à la fois un outil d'instruction et un vecteur de sentiment. Le cinéaste, qui souhaite entreprendre, est soumis aux instances de production, à l'administration et aux directives du régime communiste. Pour réussir dans la durée, dans les années 20, le cinéma doit être rentable. Il lutte pour s'imposer face aux productions américaines avec des acteurs populaires tels que Douglas Fairbanks ou Buster Keaton. L'artiste est perçu comme un éclaireur du peuple. Son rôle passe d'un créateur individuel à un acteur social engagé, dont le travail doit servir de drapeau à l'idéologie dominante, particulièrement, nous le verrons plus tard, avec le durcissement du régime sous Staline. Le cuirassé Potemkin est un incontournable du cinéma soviétique. À l'origine, ce projet devait être une vaste fresque intitulée l'année 1905, commandée par le comité pour la commémoration du 20e anniversaire de la première révolution russe. Face à l'ampleur de la tâche et aux contraintes de temps, Sergei Eisenstein décide de se concentrer sur un seul épisode, la mutinerie des marins du cuirassé Potemkin dans le port d'Odessa. Le film est tourné en quelques mois seulement, utilisant des marins réels et des décors naturels pour un réalisme accru. Le film est construit comme une tragédie classique, divisée en 5 chapitres distincts. Premier chapitre, la révolte qui gronde à cause de la nourriture avariée servie aux marins. Puis la mutinerie éclate, l'un des marins est tué lors du soulèvement populaire. En troisième chapitre, le corps du marin Vakulinchuk est exposé sur le quai d'Odessa, unifiant la population civile et les marins. En chapitre 4, la séquence la plus célèbre, les troupes tsaristes massacrent la foule sur les marches monumentales. C'est ici que le montage atteint son paroxysme émotionnel. Et enfin, chapitre 5, le cuirassé se prépare au combat contre la flotte impériale. Mais les marins des autres navires refusent de tirer et saluent leurs camarades révoltés. En tant que film de propagande, le cuirassé Potemkin est un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle au service de l'idéologie révolutionnaire. Sergei Eisenstein n'utilise pas le montage pour simplement raconter une histoire, mais pour créer des chocs visuels, conflits de forme, de rythme, qui forcent le spectateur à ressentir une émotion précise, de la colère, de la pitié, de l'héroïsme. Contrairement au cinéma hollywoodien de l'époque, il n'y a pas de héros individuel central. Le protagoniste, c'est le peuple, la masse ou le groupe de marins. C'est l'illustration parfaite du collectivisme socialiste. Les soldats tsaristes sont représentés comme des machines, sans visage, marchant de manière mécanique, tandis que les révolutionnaires, eux, sont montrés avec une humanité vibrante. Le cuirassé Potemkin reste l'un des films les plus influents de l'histoire du cinéma. Il a inventé le langage moderne du montage. Tous les réalisateurs contemporains de Hitchcock à Spielberg sont les héritiers des théories d'Eisenstein. La scène du Hando, dévalant les marches d'Odessa, a par ailleurs été parodiée et citée d'innombrables fois, notamment dans Les Incorruptibles de Brian De Palma. Son impact était si puissant
qu'il a été interdit dans de nombreux pays occidentaux pendant des décennies, de peur qu'il n'incite à la révolution. Il est aujourd'hui considéré non seulement comme un monument de la propagande, mais surtout comme le moment où le cinéma est devenu un art de la forme et du rythme, capable d'influencer les consciences à une échelle mondiale. Sa sortie à Berlin en 1926 est un choc culturel. Le film est perçu comme une révélation artistique capable de bouleverser même le public bourgeois étranger. Pour les cinéastes occidentaux, le cinéma soviétique n'est plus seulement de la propagande, mais une leçon d'image et de rythme. Dès 1918, l'appareil d'État remplace les structures privées. On met en place les Ajit Films, Ajitki, ou les Ajit Trains pour mobiliser la population à travers tout le pays. Des artistes comme Mayakovsky participent à donner une forme efficace à la propagande. Nadezhda Krupskaya souligne qu'en 1921, 80% des jeunes ruraux n'avaient jamais vu de film. Le 13e congrès du parti en 1924 proclame donc officiellement le cinéma comme l'instrument le plus puissant pour l'éducation et l'agitation communiste, devant impérativement passer sous le contrôle total du pouvoir. Dans les années 20, malgré la rhétorique révolutionnaire, le marché est dominé par Hollywood et le cinéma allemand. Jusqu'en 1927, les stars comme Douglas Fairbanks ou Mary Pickford sont plus populaires que les productions locales soviétiques. L'État se retrouve contraint de diffuser ses films dits bourgeois pour financer sa propre industrie cinématographique. Léon Trotsky et Staline voient dans le cinéma une alternative saine à l'église et à l'alcoolisme. Staline souhaite que le cinéma devienne une source de revenus majeure pour l'État, remplaçant les taxes sur la vodka. Lénine préconisait un équilibre strict de la programmation. 60% de films d'éducation et d'information contre 40% de divertissement. Cette mainmise de l'État crée des tensions avec les cinéastes expérimentaux, comme Dziga Vertov. Son film L'homme à la caméra, sorti en 1929, cherche à montrer le rôle constructif du cinéma. Mais la complexité de son langage visuel se heurte parfois aux exigences de simplicité et d'agitation du parti. Dziga Vertov rejette le cinéma traditionnel qu'il considère comme une drogue bourgeoise. Sa théorie du ciné-œil repose sur l'idée que l'objectif de la caméra est plus parfait que l'œil humain. Il peut voir partout, explorer le monde et révéler des vérités cachées par le montage. Vertov refuse catégoriquement les éléments du théâtre et de la littérature dans le cinéma. Pas de scénario, pas d'acteur, pas de studio. Le film se construit lors du tournage et du montage. Il capture des scènes de vie à l'improviste. Seule une ville réelle comme Odessa, Kiev ou Moscou font office de décor. Pour lui, le montage n'est pas qu'une technique, c'est une manière d'organiser le chaos visible de la réalité pour lui donner un sens révolutionnaire. Dans L'homme à la caméra, il montre d'ailleurs sa propre fabrication. On y voit le caméraman, Mikhail Kaufman, risquer sa vie pour une image, et la monteuse, Elisaveta Svilova, assembler les plans. Le film célèbre l'énergie de la ville soviétique en mouvement et l'union fusionnelle entre l'homme et la machine. Cependant, sa complexité visuelle, surimpression, split screen, accéléré, a souvent été critiquée par le parti comme étant trop formaliste et difficile d'accès pour les masses. Dziga Vertov invente aussi le concept de kinopravda, la ciné-vérité. Cela consiste à organiser le réel filmé pour en faire une démonstration politique irréfutable. La fiction est un moyen utile pour porter des messages idéologiques profonds. Le village du péché d'Olga Preobrazhenskaya dénonce les structures patriarcales et religieuses pour promouvoir l'émancipation de la femme soviétique. L'objectif est de susciter une identification émotionnelle pour transformer les mentalités. Les kino obrazovani ou films d'instruction sont des films techniques sur l'hygiène ou l'agriculture. Ils fournissent des bases pratiques, la propagande interprète des faits concrets, pour construire une conscience de classe et expliquer le pourquoi politique du progrès technique. Le cinéma est l'arme principale contre les superstitions religieuses et l'analphabétisme. On cherche à transformer le spectateur passif, celui qui allait à l'église, en un citoyen actif et conscient des enjeux du monde de l'époque. L'année 1928 marque un tournant pour le cinéma soviétique. C'est le passage de la commande sociale, où l'artiste proposait une vision engagée, à la commande publique, où cette fois-ci, l'État impose le sujet et la forme au réalisateur. Le réalisateur devient un technicien de l'État, un spécialiste chargé de traduire les directives du parti en images compréhensibles pour le grand public. Le cinéma est totalement intégré aux objectifs économiques.
Il doit mobiliser les travailleurs, justifier les sacrifices et illustrer la vérité des chiffres du grand projet politique. La production devient industrielle et planifiée, ne laissant plus de place à l'improvisation. Les recherches formelles d'Eisenstein et de Vertov sont désormais condamnées comme étant élitistes et incompréhensibles pour les masses. Le parti exige un style plus simple, héroïque et narratif, annonçant le réalisme socialiste. L'actualité filmée perd son rôle d'observation pour devenir un outil de mise en scène de la réussite de l'État. Le son prend une place très importante. Il est utilisé pour étouffer l'opposition. Dans les scènes de procès ou de débat, les discours des opposants sont rendus inintelligibles ou noyés sous la musique, par exemple l'Internationale communiste, tandis que le ton et la physionomie des ennemis suffisent à les désigner sans que l'on ait besoin de comprendre leurs arguments. Dans un but d'instruire toutes les populations, le régime met en place la kinoficacidia, l'utilisation de ciné-mobile pour toucher les campagnes. L'optimisme devient un dogme. Il faut créer un rêve éveillé, le rêve communiste. Tout ce qui est négatif est banni des œuvres. La peur, la dépression, la douleur physique ou les déviations pathologiques. On met en scène des héros virils et des femmes rayonnantes dans des comédies musicales ou des fables initiatiques pour galvaniser la mémoire collective. Même la défaite doit être présentée comme une victoire éclatante de la vie sur la mort. À partir de 1928, le parti impose de réduire l'importation de matériel allemand. L'URSS construit ses propres usines de pellicules à Kazan, et le matériel provient de Leningrad. Boris Choumiatsky prend la tête de l'industrie en 1930 avec l'ambition de créer une voie originale, inspirée de l'efficacité américaine. Il veut créer le Hollywood rouge. Il projette de construire une cité du cinéma en Crimée capable de produire 800 films par an. Le projet va échouer, faute de moyens et de vision artistique claire. Il est accusé de sabotage et d'être un cochon fasciste, et donc Choumiatsky sera exécuté en 1938. Échouer en URSS, ça peut vous conduire vers la mort. Lorsque Staline prend le pouvoir, il s'implique dans chaque étape de la production. Il visionne les rushs, il corrige personnellement les scénarios, il choisit les costumes et il intervient même sur la musique. Il devient de fait le réalisateur et le monteur suprême, ne laissant aucune autonomie au créateur. Staline préférait les comédies musicales et les films d'aventure à la Hollywood, car ils permettaient de fabriquer ce bonheur collectif. Entre 1928 et 1938, l'État renonce à la rentabilité. C'est la fin du financement par la vente de vodka ou de films étrangers. Le média est désormais entièrement financé par le budget de l'État, pour servir exclusivement d'outil d'éducation et d'unité sociale. Les films doivent présenter des personnages typiques, dans des circonstances typiques, pour être immédiatement compris par les millions de travailleurs. Lénine, en octobre, est un film compréhensible par des millions. Il est peu coûteux, et il met en scène un Lénine humain et accessible. C'est l'anti-Potemkin, qui était trop intellectuel. Le réalisateur, Mikhaïl Rom, privilégie une narration fluide et un récit historique fictif, où l'enchaînement des événements est simple, clair et prévisible. Le film est un outil majeur du culte de la personnalité. Il réécrit les événements de 1917 pour présenter Staline comme l'unique fidèle de Lénine. Les adversaires réels de l'époque sont représentés comme des traîtres. A l'inverse, Staline est mis en scène comme celui qui sauve Lénine en le cachant dans un appartement secret et qui dirige l'insurrection à sa place. Sorti pour le 20e anniversaire de la Révolution, il sert à réajuster l'histoire au présent. Il ne s'agit pas de montrer la vérité, mais de fixer une image officielle et immuable du passé. Staline sera très critique d'ailleurs vis-à-vis des films réalisés sous Lénine. Il ne partage pas le même point de vue. Il fustige certaines œuvres ou certains grands réalisateurs. Il souhaite une clarté plus immédiate dans le message et moins artistique. Sergei Eisenstein entre dans le viseur de Staline. Alors que Vertov tentait de rendre l'industrialisation magique, Eisenstein traite la collectivisation comme un drame archaïque ou une tragédie grecque. Le comité central stigmatise cette approche comme anti-artistique et pathologique. On va reprocher à Eisenstein son enthousiasme pour le monologue intérieur et les mythes universels comme Nietzsche, comme Joyce, qui sont jugés incompatibles avec les besoins de la propagande immédiate, qui exige un témoin oculaire plutôt qu'un visionnaire. La propagande stalinienne a donc fini par rejeter l'innovation esthétique des grands maîtres. L'archétype remplace l'histoire réelle. Le script suit la parole officielle, dicte le sens de l'image, l'individu et sa vision artistique s'effacent devant la nécessité d'une efficacité politique immédiate. Dans son film Le Pré de Béjine, Eisenstein transforme le sujet de la collectivisation en un drame mythologique et oedipien. Son travail est qualifié de formaliste et de dégénéré.
Il utilise des monologues intérieurs, des compositions bizarres, des angles de vue originaux et des jeux de masques. On lui impose alors de renoncer à sa façon individualiste de filmer. La caméra doit désormais être fixée solidement sur un trépied, à hauteur d'yeux. Les mouvements, comme les travelling, comme la caméra à l'épaule, et les effets visuels, les flous, les angles abrupts, sont proscrits. Il faut supprimer toute trace de l'intervention du cinéaste pour donner l'illusion que la réalité se présente d'elle-même au spectateur. Le film La Nouvelle Moscou d'Alexandre Medvedkin est un exemple de ce que peut faire interdire le régime stalinien. Le film montre la reconstruction de Moscou, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle doit être rêvée. La ville réelle, avec ses vieux quartiers, est littéralement effacée par des maquettes et des animations d'une cité idéale. Medvedkin présente son utopie de la parfaite Moscou. Dans le cinéma soviétique, le rapport au sentiment amoureux est spécial. L'histoire d'amour traditionnelle est perçue avec méfiance dans les années 30. Les rapports hommes-femmes sont souvent mis en scène comme une extension de la lutte pour la productivité. Le désir individuel est systématiquement subordonné à la compétition socialiste. Les ressorts classiques du vaudeville ou du quiproquo romantique sont sévèrement critiqués, car jugés trop légers ou bourgeois. Le romantisme est corrélé à de l'américanisme vulgaire. Ici, les femmes portent plutôt des vêtements de travail masculins, des bleus de chauve, des casques de chantier. L'intimité et la sphère privée disparaissent. L'érotisme n'est pas supprimé, mais il est détourné. Le corps de l'actrice devient une machine d'animation, dont le but est de produire de l'énergie et de l'optimisme pour le spectateur masculin. On va prendre l'exemple de Lyubov Orlova. Orlova, elle incarne à la fois le glamour occidental, en tant qu'artiste de cirque américaine, et l'idéal socialiste, lorsqu'elle devient une blonde camarade émancipée en URSS. Pour rendre le modèle soviétique attractif, le réalisateur du cirque, Grigory Alexandrov, utilise les codes du divertissement américain, une comédie musicale façon Busby Berkeley. On vend la nouvelle constitution soviétique et l'égalité des droits en utilisant les charmes et les paillettes d'Hollywood. Orlova passe du statut de femme-objet de luxe, en Occident, à celui de symbole de la force et de l'adresse, en URSS. Cette libération est mise en scène à travers un divertissement purement américain, créant une hybridation étrange entre les deux mondes. Le cinéma de propagande a délaissé petit à petit l'espace réel, donc la rue, pour se réfugier dans des réalités utopiques, construites en studio. On va tout recréer. Des chutes d'eau de l'Arctique au Paris de la Commune. Ce n'est plus la vérité documentaire qui compte. Le cinéma devient une machine à fabriquer un espace virtuel plus séduisant que le réel. Dans Le jeune homme sévère d'Abraham Room, sorti en 1936, une esthétique surréaliste, influencée par Dali, va mettre en scène le conflit entre deux mondes. L'ancien monde, qui est représenté par un chirurgien riche, le luxe, le cognac et les objets raffinés, et le nouveau monde, utopique, représenté par des athlètes, presque nus, une beauté éthique et la force physique. Le jeune homme sévère sera plus tard interdit. On l'accusait d'être un film trop philosophique, trop complexe pour les ouvriers. La représentation de l'utopie communiste semblait trop étrange, presque effrayante, loin de la jalousie radieuse commandée par le parti. Le cinéma de propagande soviétique agit comme un miroir déformant. Il transforme le spectateur en somnambule qui évolue dans un monde où les frontières entre ce qu'il vit et ce qu'il souhaite vivre ont été délibérément effacées par l'appareil d'État. Le surréalisme et la psychanalyse ont été des outils pour lier le désir individuel au projet collectif soviétique. Suite à cet échec, Abraham Room a été écarté des grands studios et il a dû attendre des années avant de pouvoir réaliser à nouveau des projets d'envergure. Comme lors de ma vidéo sur Cuba, les propagandes communistes et soviétiques sont parmi les plus rudes et peuvent très vite basculer en faveur ou en défaveur de son auteur en fonction des dirigeants en place. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans la seconde partie qui constituera ma prochaine vidéo. En attendant, c'était Monsieur Kinetographe, abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine.